Ok, bienvenue à tous. Donc on est dans ce cours de ACT 6100. Donc on a commencé à voir le boosting. Je vais peut-être passer directement sur mes capsules, parce que j'avais fait une capsule un petit peu courte, enfin, j'ai l'impression en tout cas, juste auparavant, où j'avais commencé à parler du boosting en parlant d'apprentissage sur les erreurs. Donc on est arrivé sur cette discussion autour de l'algorithme. Donc où un, j'avais expliqué qu'on apprenait de ses erreurs, mais deux, que l'erreur, en fait, avait une interprétation un peu particulière, c'est que l'erreur est associée à une histoire de gradient. Donc ça, c'est la première vision du boosting. Il s'avère qu'on a des problèmes de classification, c'est pas forcément cette méthode-là qui est privilégiée. Donc le problème de la classification, c'est de dire, donc c'est ce qui se passe quand ma variable y appartient à moins 1, 1 ou plus 1, enfin peu importe, ou 0, 1. C'est que j'ai un problème binaire. Et en fait, la manière dont on va procéder, c'est pas forcément sur les erreurs, parce qu'encore une fois, je renvoie aux discussions qu'on a pu avoir sur la régression logistique. Les erreurs dans les régressions logistiques, c'est pas forcément quelque chose de super intéressant. Mais ce qui peut être plus intéressant, c'est de se dire, et c'est comme ça qu'on va procéder, c'est ce qui s'appelle la méthode AdaBoost. Ça va consister à dire, si jamais un point est mal classé, dans ces cas-là, j'ai peut-être envie de faire un modèle qui tienne compte du fait qu'il est mal classé, donc peut-être mettre un poids en fait dans ces modèles-là. D'accord ? Donc l'autre approche du boosting, elle est résumée ici, ça consiste à dire qu'en fait, au lieu de voir une mise à jour en termes d'erreur, c'est de faire une mise à jour en termes de poids. Et les poids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais vous avez une observation qui a été mal classée, dans ces cas-là, vous voudriez qu'à l'étape d'après, il en tienne un peu plus compte. Okay ? Donc c'est sûrement que ce n'était pas forcément fondamental. Donc encore une fois, les premières étapes qu'on va avoir dans notre modèle, c'est ce qui vous donne les grandes tendances de votre découpage et de la manière dont il faut séparer les régions de l'espace pour prédire des 0 et des 1. Mais c'est qu'au bout d'un moment, quand même, vous avez envie de vous dire, peut-être qu'il faudrait que j'aille capturer cette variable qui s'était un peu éloignée. Okay, donc ça arrivera forcément plus tard, mais c'est comment je vais faire ça ? Simplement en lui donnant de plus en plus de poids et dire, il faudrait peut-être que j'aille la voir dans les prochaines étapes. Okay, donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc c'est l'algorithme qui propose ça, c'est ce qui s'appelle la méthode AdaBoost, okay, donc qui est une méthode de boosting, donc qui marche pour un problème de classification binaire. Donc on a deux modalités possibles pour Y, donc c'est une variable de classification 0 ou 1. Okay, j'ai des données et alors, de la même manière qu'on disait quand je faisais une régression, je pars de ma valeur moyenne. Ici, je vais commencer par me dire toutes les observations elles ont le même poids. Okay, ce qui est l'hypothèse de base dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Okay, de se dire les observations I, elles sont toutes autant importantes que l'une que les autres. D'accord ? Donc je vais partir d'une série de poids P1 qui consiste à mettre du 1 sur n sur toutes mes observations. D'accord ? Et ensuite, on a notre boucle qui va apparaître. Donc la boucle, elle dit quoi ? Elle dit qu'à l'étape T, je vais me créer ma base. Okay, donc ma base, alors, l'histoire de piger au hasard, on n'est pas forcément sur un algorithme stochastique, mais c'est surtout dire, je vais mettre des poids. D'accord ? Donc je vais prendre mes données qui étaient dans ma base d'apprentissage, mais je vais leur associer des poids. Okay, donc je ne vais pas m'amuser à bootstrapper, on pourrait le faire si on voulait, mais ce n'est pas forcément l'idée ici. En tout cas, si je veux le faire, alors on le fera quand même un petit peu parce qu'on va créer du out of bag pour pouvoir contrôler si notre modèle marche bien. Les out of bag va se faire en fonction de ses poids, en disant je vais aller piger plus souvent les observations pour lesquelles on verra, j'étais mal classé, puis les poids vont tenir compte de ce mal classement, ce mauvais classement. Okay, donc une fois qu'on a cette base avec des poids, les poids PT, qui sont associés à chacune de mes observations, je vais faire ce qu'on appelle une règle de classification, c'est-à-dire en gros construire un modèle. Donc par exemple, ici, ma règle de classification standard sera de faire un arbre de classif. Et mon arbre de classif, il se fait avec des poids. Alors, je n'avais pas beaucoup insisté sur la prise en compte des poids dans les arbres, mais encore une fois, c'est juste les arbres, on les avait constitués en disant on va minimiser des MSE, donc on va minimiser des sommes des carrés. Il suffit de mettre des poids pour chacune des observations. Donc, c'est pas très méchant. Une fois que j'ai fait ça, je calcule l'erreur. Ce qu'on appelle l'erreur, c'est aussi erreur apparente, c'est ce epsilon t qui est la probabilité, qui est la proportion en fait d'observations qui sont mal classées. D'accord ? Et alors, je ne vais pas raisonner en proportion parce que les poids ne sont pas les mêmes, c'est plutôt la somme de tous les poids des observations qui ont été mal classées. Okay, donc, ce epsilon t, c'est l'erreur que je commets en tenant compte de ces poids. Okay, alors, ça me servira essentiellement à avoir une histoire de correction sur mes poids, ce epsilon t. D'accord, donc, je vais définir ensuite ce alpha t comme un demi du log de 1 moins epsilon sur epsilon. Okay, donc, vraiment, c'est quelque chose d'un peu secondaire et c'est juste une histoire de poids. Et ensuite, je fais ma mise à jour. Je fais ma mise à jour en disant j'étais sur des points P de T. Okay,
je vais passer à P de T plus 1, tout simplement en disant, alors, si je le fais de manière un peu simple, si jamais je me suis trompé, dans ces cas-là, je vais rajouter quelque chose. Donc, cette exponentielle veut dire qu'on est sur un point un peu plus grand, exponentielle de alpha t. Donc, je vais augmenter de quelque chose. Donc, l'alpha t, ça va être vraiment c'est l'histoire de combien je varie. D'accord. Donc, soit j'enlève quand j'étais bon, soit je rajoute quand j'étais mauvais. Donc, en fait, les observations bien classées, je vais leur donner un petit peu moins de poids. Et celles qui étaient mal classées, je vais leur donner plus de poids. Pourquoi? Pour commencer à les capturer, ce qui se passe dans cette région-là, dans la région où éventuellement j'étais mal classé. Okay. Donc, si jamais, je le fais de manière un peu simple, supposons que j'avais quelques observations. Donc, j'ai quelques points rouges, par ici, par exemple. On va faire ça comme ça. J'ai quelques points bleus. On va faire ça comme ça. Donc, je vais créer un premier classifieur. Potentiellement, je vais faire quelque chose avec une forêt, d'accord, ou un arbre. Donc, comment je pourrais découper? J'en sais rien. Moi, je vais peut-être découper ici, comme ça. Donc, ça sera mon premier découpage en disant, voilà, j'ai ma région là, j'ai ma région là. Et on regarde. Donc, ici, on va prédire que les gens sont plutôt rouges. Ici, pardon, on va plutôt prédire du bleu alors. Du bleu et du rouge. Alors, je vais peut-être rajouter des points pour que ce soit un peu plus crédible. Voilà, donc, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce que je vais dire, c'est, au départ, j'ai créé mon arbre. Mon arbre m'a dit, il faut découper suivant la variable x1 à peu près à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a envie de dire comment est-ce que je peux aller à l'étape d'après. Ça va être relativement simple. C'est de dire les points qui avaient été mal classés, c'est-à-dire les 3 points rouges qui sont ici et le petit point bleu, en fait, je vais leur donner un poids un peu plus important. Et donc, potentiellement, à la prochaine régression, dans ces cas-là, je vais essayer de corriger pour pouvoir peut-être mieux intégrer les variables. Donc, peut-être que si jamais j'avais mis des poids, dans ces cas-là, il me proposerait de faire un découpage qui serait peut-être comme ça, en disant, OK, les points rouges, ils sont plus importants, donc il faut vraiment que je les isole. Et donc, il va me dire, OK, on va essayer de les mettre les plus en bas possible. Donc, on va apprendre comme ça au fur et à mesure. Donc, l'idée, ça va être de mettre ces poids de manière à ce que, étape par étape, je m'améliore. Okay. Alors, une fois que j'ai créé cet arbre, mes erreurs, je vais récupérer une prévision, puis je vais mettre à jour comme ça mes erreurs. Okay. Et après, une fois que j'ai fait ça, c'est simple, je cumule de la même manière qu'auparavant. Donc, je cumule en fait toutes mes prévisions. D'accord. Donc, ça, on peut le voir sous cette forme-là, sous cette forme d'algorithme. Donc, je commence par initialiser. Au lieu de mettre mon y bar, qui était la moyenne, je mets des poids. Okay, donc, tous mes poids sont en 1 sur n. Et ensuite, je vais faire une mise à jour. Donc, comment ça se passe? Je calcule mon taux d'erreur. Donc, c'est tout simplement, non pas la proportion d'erreur, mais une proportion pondérée. D'accord. Donc, je somme des points dès lors que je m'étais trompé, divisé par la somme totale de mes points. Je calcule mon alpha. Et ensuite, j'ai tout simplement, je prends le poids précédent, et je multiplie par exponentielle moins alpha si jamais j'étais bon. Donc, si jamais je ne me suis pas trompé. D'accord. Donc, si jamais avec mon nouveau classifieur, je classe bien, je vais mettre un poids plus faible. Au contraire, si mon nouveau classifieur me classe mal, je vais l'augmenter un petit peu. Okay. Donc, ici, on récupère en gros 2 valeurs. C'est celle qui était évoquée tantôt. Exponentielle moins alpha t ou exponentielle plus alpha t. Okay. Ça, c'est si jamais les yi étaient différents de la prévision. Et ça, c'est si jamais je suis égal, donc si jamais je prédis bien. Et au contraire, si jamais je prédis mal, dans ces cas-là, je vais rajouter mon epsilon alpha t. Et donc, comment est-ce que j'apprends? Donc, on a cette formule-là, alors moi je la fais de manière séquentielle, où on voit apparaître, il me manque une étape ici, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, il faut que j'apprenne. Donc, on a cette étape qui apparaît ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer mon arbre sur les données avec les poids oméga. Parce que je les ai appelés oméga ici. Ok, donc vous faites un arbre avec des poids. Ok, un arbre standard, encore une fois, mais j'ai besoin de prédire. D'accord, donc je fais un arbre, mais un arbre pondéré. Ok, et une fois que j'ai fait ça, c'est bon, on peut rajouter cet arbre dans mon classifieur. Ok, donc on a cette mise à jour sur les poids qui peut se faire de manière très très simple. D'accord. Alors j'ai discuté un petit peu plusieurs points sur ce qu'on a essayé de faire au niveau formel. En particulier, je vais juste revenir un tout petit peu ici sur ce qu'on veut faire dans le cadre et en particulier pourquoi est-ce que je peux faire une passerelle entre les deux approches que je vous ai évoquées. Essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on fait un classifieur.
Donc l'idée d'un classifieur, c'est fondamentalement d'essayer de trouver une fonction, donc qui va être mon classifieur, qui va minimiser une perte, donc une perte théorique, donc l'espérance de ma fonction de perte sur mes y et sur ce que me prédit mon modèle. Okay, et comme je ne sais pas le faire, bah j'introduis mon estimateur empirique de ma fonction de perte, okay, et donc j'ai cet objet-là. Donc classiquement, quand on est sur un problème de régression, ma fonction de perte, c'est un indicateur, alors il manque quand même un truc, c'est l'indicateur de se tromper. Okay, donc je vais introduire l'idée de se tromper. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Okay, il y a une stratégie qui consiste à dire que ce problème, il est compliqué parce qu'il n'est pas convexe. Okay, donc on pourrait se dire, ok, ma fonction de perte, je peux la convexifier. Et une méthode assez classique pour convexifier cette fonction de perte, qui est cette fonction d'indicatrice que y est différent de y chapeau, c'est de prendre l'exponentielle de moins y chapeau. Alors je vais juste vous le justifier ici. Donc, dans le cas où j'ai un classifieur moins 1 plus 1, okay, donc l'avantage, c'est que je peux utiliser la terminologie que j'ai déjà utilisée sur les SVM, c'est-à-dire je classe mal dès lors que, et forcément, je n'ai pas mis la parenthèse au bon endroit, dès lors que y multiplié par ce que me prédit mon modèle est négatif. Okay, donc ici, je peux supprimer ça. Okay, donc si jamais y fois y chapeau est négatif, dans ces cas-là, c'est que j'ai mal classé. Si y fois y chapeau est positif, c'est que j'ai bien classé. D'accord? Donc, on peut tracer éventuellement la fonction qui se trouve ici. Hein, c'est une fonction qui va être. En gros, les fonctions de perte en fonction de y chapeau. Okay, donc, la misclassification, c'est tout simplement dire que l'indicatrice du produit est négatif. Donc ça me fait une fonction qui est cette fonction en escalier. Okay, que j'aimerais bien convexifier. D'accord? Donc ça veut dire quoi, convexifier? Ça veut dire la majorer par une fonction qui sera convexe. Okay, donc il y en a plusieurs qui peuvent intervenir. Il y a en particulier donc, il y a la fonction hinge, qui est cette fonction-là, qui consiste à majorer par quelque chose qui va être linéaire, puis qui ensuite sera nul. Okay, donc ça, c'est le premier cas. Et sinon, il y a l'autre fonction, qui est la fonction exponentielle dont je vous parlais tantôt, qui est cette fonction en jaune, qui va donc toucher le coin et qui va être cette fonction exponentielle de moins le produit. Okay, donc exponentielle de moins x, ça va être un majorant convexe de cette fonction-là. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si au lieu d'essayer de résoudre le problème avec la fonction de perte indicatrice qui est ici, je travaille sur une fonction de perte qui est la fonction de perte convexifiée, bah en fait, le problème qu'on essaye de résoudre, c'est exactement l'algorithme AdaBoost. Donc AdaBoost, c'est très exactement le boosting dont je vous parlais auparavant. La seule chose, c'est que je ne le fais pas sur, sur la fonction de perte classique d'un classifieur, je le fais sur une version convexifiée, qui va être cette exponentielle de moins y bar. Okay, donc je vous laisserai regarder un petit peu le détail. De toute façon, c'est expliqué largement et très bien dans le livre d'Asti de machine learning. Okay, le boosting revient fondamentalement, le boosting de AdaBoost avec les poids revient fondamentalement à travailler sur tout simplement des poids qui font intervenir cette exponentielle de moins y chapeau. Okay, donc il y a effectivement un lien fort entre ces histoires de poids et l'algorithme de base qui était un apprentissage sur les erreurs. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer d'utiliser. Donc ça, c'est la construction de l'algorithme. Alors maintenant, il y a un autre souci, c'est quand est-ce que je m'arrête? C'est que contrairement à ce qu'on avait auparavant, donc auparavant, je vous disais, quand on faisait de l'apprentissage en parallèle avec du bagging, finalement, le B, il n'est pas très gênant. C'est-à-dire que je pourrais faire 1 million de forêts, ce ne serait pas gênant. Ça me prend du temps, mais en tout cas, ça ne peut pas rendre les choses mauvaises. Ici, ça peut rendre les choses mauvaises. C'est que l'apprentissage séquentiel, c'est l'idée du boosting, c'est qu'au bout d'un moment, j'en fais trop. C'est-à-dire, je vais vraiment trop essayer d'expliquer mon bruit. Et donc, on arrive, donc c'est ce qu'a raconté dans ce dernier petit paragraphe, c'est le fait que dans les dernières étapes, une fois que j'ai construit mon modèle, au bout de 1000 étapes, on commence à modéliser du bruit, quoi. Et donc, si jamais il y avait un point qui était tout en haut, je vais essayer d'aller le capturer, alors que fondamentalement, ça ne sert à rien, c'était juste une erreur. Okay, donc, il faut faire un petit peu attention, c'est que les algorithmes de boosting marchent bien à condition de savoir les arrêter. Et c'est là où les choses vont commencer à se compliquer. C'est qu'il va falloir trouver comment est-ce que je fais pour arrêter mon erreur. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas parler davantage des méthodes d'AdaBoost et ce genre de choses. Je vous laisserai lire tout ça. On peut montrer qu'il y a des majorants, ce genre de choses. J'ai plutôt insisté sur la mise en œuvre en pratique. Okay, mais je suis capable d'arrêter mon modèle. Okay, donc l'idée, c'est qu'il faut absolument que j'arrête mon modèle. D'accord, donc on a besoin de l'arrêter, sinon on va construire un modèle trop bon. Et ce n'est pas forcément le but. D'accord, donc je vous rappelle mon algorithme, parce qu'on va essayer de le programmer tout à l'heure, puis on va voir ce que ça donne.
Okay, donc c'est quoi? C'est que l'idée, c'est que je veux résoudre ce problème-là, fondamentalement. Okay, sauf que ce problème-là, il est compliqué. Okay, et donc, je vais le faire de manière séquentielle. Okay, donc, ce que je vais dire, c'est que ma fonction R, que j'appelais F historiquement, ma règle de classification ou ma règle ou mon modèle, finalement, fondamentalement, j'ai pas envie de faire un problème d'optimisation compliqué, je vais le faire de manière séquentielle. C'est vraiment l'idée du gradient boosting, de dire, je vais pas aller chercher un problème d'optimisation trop compliqué pour une classe trop complexe de fonctions R, je vais y aller tranquillement. Okay, donc c'est ce qui est raconté ici, c'est de dire, je peux peut-être pas y arriver, donc je vais y aller progressivement. D'accord, donc on va essayer déjà de travailler sur des problèmes convexes. Okay, donc l'idée de la boost, elle est relativement maligne. D'accord, mais sinon, de manière générale, en fait, ce sera des fonctions de perte, L2. Okay, donc, quand j'ai une fonction de perte L2, ben, dans ces cas-là, j'ai une perte qui est de la forme y moins y chapeau au carré. Donc, il n'y a pas de souci, c'est une fonction convexe. Okay, tout à l'heure, j'essaierai de vous faire de la perte L1. Donc, la perte L1, c'est du y moins y chapeau. Alors, certes, c'est convexe, mais ce n'est pas strictement convexe. Donc, on pourra préférer une perte de type Huber. Donc, la perte de Huber, c'est des fonctions qui sont effectivement linéaires, mais je vais prendre une fonction quadratique proche de 0. Okay, donc, ce qui permet d'avoir des fonctions qui sont différenciables. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et la version AdaBoost, qui consiste à convexifier avec cette exponentielle de y moins y chapeau la fonction de perte. D'accord, donc on va travailler sur une fonction de ce type-là. Okay, donc, on va oublier l'idée de faire un problème d'optimisation globale. Alors d'un autre côté, en fait, cette histoire d'apprentissage séquentiel, il existait peut-être un tout petit peu quand on disait, ben, finalement, on ne sait pas optimiser, donc on va faire une méthode d'optimisation numérique, on va faire du Newton-Raphson. Et faire du Newton, bah, finalement, on pouvait se dire, est-ce que ce n'est pas une méthode d'apprentissage où on dit, bah, à chaque fois, j'essaie de me rapprocher de mon optimum. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que normalement, l'algorithme de Newton, encore une fois, on le voit sur une fonction f. Et c'est de dire, j'ai une fonction f, je cherche à minimiser, c'est-à-dire à trouver un x étoile. Okay, et donc, je pars d'un x0, puis tranquillement, je vais essayer de converger vers cette valeur-là. Ici, le problème est plus compliqué parce qu'en fait, je cherche une fonction f étoile. Okay, donc, l'optimum, c'est une fonction. Okay, et donc, ce qu'on voudrait se dire, c'est que dans un espace fonctionnel, je vais partir d'une fonction f0 et je vais essayer d'apprendre de manière séquentielle. Donc, effectivement, le gradient boosting et la méthode dont je vous parle jusqu'à présent, ça peut être vu comme étant une méthode de type descente de gradient, mais dans un espace fonctionnel. Okay, où je vais partir d'une fonction f0 et je vais progressivement construire des fonctions fn qui vont, si possible, s'approcher de cette valeur f étoile. Okay, donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, cette histoire d'apprentissage séquentiel sur des fonctions. D'accord, donc l'algorithme d'AdaBoost, c'était ça, c'était de dire, bah, j'ai mon modèle adapté qui est construit à partir de la valeur précédente, et puis un apprentissage qui est fait avec un modèle dans lequel je me contente de minimiser une fonction de perte, okay, dans une classe de modèle qui peut être relativement plus simple. D'accord, donc qui peut être des forêts, des arbres ou ce genre de choses. D'accord, donc l'algorithme, il est là, hein, c'est vraiment celui dont je vous parlais. Donc avec cette fonction de perte, je veux minimiser, je pars d'un initialisateur qui va correspondre au minimum de la fonction de perte, donc quelque chose de constant. Okay, donc si jamais j'ai une perte L2, je pars de la valeur moyenne. Si jamais j'ai une perte L1, je pars de la valeur médiane. Si jamais j'ai une perte convexifiée à la AdaBoost, je ne sais pas. Autant j'aurais pris la fonction de perte de base qui est l'indicatrice de se tromper, ça aurait été la proportion d'erreur, par exemple, ou la proportion de 1, quelque chose comme ça. Donc je pars de quelque chose de constant, et ensuite j'apprends. J'apprends comment? Tout simplement en allant chercher des gradients de ma fonction de perte. Donc je vais récupérer des UI, donc qui vont être mes résidus quelque part, et ensuite je crée un modèle, okay, relativement simple. Donc typiquement ici, on va avoir des arbres, okay, et j'apprends progressivement. Et à la fin, j'arrête mon modèle, et je récupère mon prédicteur. D'accord? Donc ça, c'est la version jolie et théorique, quelque part. Donc encore une fois, ça fait intervenir cette histoire de gradient fonctionnel dont je parlais un tout petit peu rapidement. Donc c'est le fait que je m'intéresse non pas à trouver le minimum d'une fonction, mais à trouver la fonction minimale. Okay, donc je cherche un f étoile. La subtilité ici, c'est je prends quoi comme t? C'est que j'ai pas envie de choisir un t trop grand, parce que dans ces cas-là, je vais surapprendre. Mais en fait, on va quand même choisir un t trop grand, dans le sens où je vais essayer d'apprendre sur deux choses en parallèle. Je vais essayer d'apprendre sur ma base de test, mais aussi sur ma base d'apprentissage, mais je vais pouvoir essayer de le valider en parallèle. Et donc, on va voir qu'effectivement, notre modèle est de plus en plus fort,
mais on essaiera de voir en même temps qu'est-ce qui se passe sur ma base de généralisation. C'est que si jamais vous regardez comme ça votre fonction de perte, okay, donc vous regardez votre fonction de perte en fonction de la valeur T de votre modèle, donc effectivement, sur votre base de construction de modèle, ça devrait baisser. Mais ça, on le sait, et ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est comment il se comporte quand je suis sur ma base d'apprentissage, sur ma base de validation. Il y a peut-être un moment où on sera optimal. Okay, donc c'est ce qui apparaîtra quelque part par ici, okay, où on voit que, donc si jamais je lui demande de me faire 5000 arbres, bah peut-être qu'on va se rendre compte qu'au bout de 1000, finalement, on était bon. On était bon dans le sens où, sur ma base de validation, c'est le moment où je commence à avoir une erreur qui augmente de plus en plus. Donc là, je commence vraiment à faire du surapprentissage. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, cet algorithme dans lequel on va quand même essayer de tester au fur et à mesure qu'on ne se trompe pas trop. Okay, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc le paramètre alpha, il est peu important. Il faut quand même le choisir. Okay, donc on va souvent prendre quelque chose de petit. La seule chose, c'est que si vous prenez quelque chose de trop petit, ça va prendre un temps fou pour converger. Okay, après, si on n'est pas pressé, c'est pas très gênant. D'accord ? Donc si jamais j'utilise cet algorithme sur cette fonction de perte ici, on retrouve AdaBoost. Donc encore une fois, c'est la version convexifiée de ma fonction de perte d'erreur. Ok ? Je m'arrête là pour ma discussion un petit peu théorique. Maintenant, on va jouer. Donc on va commencer à programmer tout ça. Donc je vais le mettre en place à la main. Okay, donc on va faire un algorithme de gradient boosting à la main. Donc c'est très simple, hein. J'ai besoin de définir ma fonction de perte et mon gradient de ma fonction de perte. Okay, donc je vais partir de ma fonction de perte quadratique parce que c'est plus simple. Donc c'est juste ma perte, ce sera la moyenne de mes y moins y chapeau au carré. Et j'ai besoin de mon gradient. Alors la seule subtilité, c'est que ma perte, elle va me servir pour calculer ma perte à chaque étape. Donc c'est la perte moyenne. D'accord ? Donc la grandeur qui se trouve ici, c'est que c'est du 1 sur n, somme des L des y moins y chapeau au carré. Sauf que là, le gradient, c'est ce que je vais utiliser pour calculer ce que j'ai appelé mes epsilon, mes u, mes r, enfin peu importe. Ça va être ma dérivée par rapport à mon y chapeau. D'accord ? Donc ça va me donner mon vecteur des ri. Donc ici, je vais récupérer mes y moins mes y chapeau. C'est mon vecteur des epsilon, en fait. Les epsilon chapeau, si vous voulez. D'accord ? Donc c'est ça que je vais utiliser. Donc comment je mets en place mon algorithme d'apprentissage ? Alors mon algorithme, il va être très simple, hein. Je vais lui donner ma formule de régression. Je lui donne ma base d'apprentissage, ma base de test. Je lui donne le coefficient de shrinkage, donc mon alpha, mon nu, peu importe son nom. Je lui demande combien de temps combien d'itérations je vais avoir. Et il me manque manifestement une partie de code ici, qui est mes fonctions de perte. Donc j'ai ma perte L2 qui va apparaître, et puis mon gradient que je dois lui définir. Okay, donc je vais avoir, techniquement, ce qui doit apparaître ici, c'est grade. Donc le gradient point function, ici je vais dire que c'est mon gradient L2. Okay. Je le rentre comme paramètre parce qu'après j'ai envie d'en changer. Okay. L'idée c'est de voir ce qui se passe si j'essaie de prendre autre chose qu'une perte L2. Donc on va pouvoir faire ça. Donc les premières étapes, c'est juste du blabla sur mes données. Okay. J'ai besoin de commencer par initialiser mon algorithme. Okay. Donc en l'occurrence, je l'initialise avec la fonction, avec la moyenne. Mais ça ne change pas grand-chose, d'accord ? Mais j'aurais pu chercher effectivement à minimiser ma fonction de perte, trouver une valeur constante, etc. Donc là, j'ai ma fonction 0, f0, à la fois dans ma base de train et dans ma base de validation. Okay, et ensuite, je récupère mes résidus. Donc mes résidus, c'est quoi ? Je prends mes valeurs observées et ce qui est prédit sur ma base d'apprentissage. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je lance ma boucle. Je lance ma boucle, alors elle apparaît ici, donc ma boucle elle est là. Comment ça marche ? Je récupère mes résidus, encore une fois, toujours sur ma base d'apprentissage. Okay. Je vais construire un arbre, okay, sur toutes mes données, et ensuite je fais un fit. Donc je fais une prévision. Donc je prends la valeur de départ plus nu fois la prédiction que j'ai obtenue sur ma base d'entraînement. Pareil pour pour la validation, je prends ma validation, la valeur prédite avec mon modèle ft-1 sur ma base de validation, plus nu fois ce que prédit mon modèle sur ma base de validation. Okay. Ensuite, je calcule mon nouveau résidu, et puis je stocke les informations qui sont importantes, c'est-à-dire ma fonction de perte. D'accord ? Donc je calcule ma fonction de perte sur ma base d'apprentissage et sur ma base de test. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout. Donc j'ai ma base qui va me permettre de faire des graphiques, et puis voilà, on va pouvoir jouer. Ok, donc là j'ai ma fonction pour faire du gradient boosting à la main. Ok, donc on peut se lancer.
Donc, j'ai généré des données. Donc, les données sont de la forme ici. Donc, je génère des x qui sont uniformes sur 0,1. Ok. J'ai une fonction qui est non linéaire en y. Ok, donc j'ai ma fonction qui est ici. Donc, il y a un truc en sinus de x. Enfin, voilà, c'est juste une fonction sinusoïdale. Donc, pour capturer des petits effets non linéaires sur les bords. Et je rajoute un bruit. D'accord. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc, là, c'est ma base, ma base totale. Donc, j'ai de l'ordre de 500 observations, je crois. Je vais faire une base de test, une base d'apprentissage. Donc, mon IDX, c'est les données qui vont partir dans ma base ma base d'apprentissage. Okay, le reste me servira pour faire mon échantillon de validation. Et je fais ma fonction de boosting. Okay, donc, je vais expliquer Y par X. Ma base d'apprentissage, c'est mon DF pour mes indices IDX. Ma base de test, c'est celle justement sans les IDX. J'ai un coefficient nu à 0,1. Donc, c'est vraiment mon apprentissage. Quand je vous dis FT, c'est FT-1 plus nu multiplié par mon HT. Okay, donc, ici, je prends 1%. Donc, vraiment, j'apprends un tout petit peu à chaque fois sur mon modèle. Okay, je vais faire 2000 arbres. Et je prends les fonctions de perte, mon gradient L2, ma fonction de perte L2. Okay, et on récupère les deux courbes qui sont là. Donc, avec mes 2000 arbres sur la partie de gauche, puis sur la partie de droite, j'ai un peu zoomé pour voir ce qui se passait au début. Et ce qu'on voit, c'est que, alors, il y a deux choses. Premièrement, je vais le faire quand même en rouge, sur ma base d'apprentissage, ma fonction de perte, elle diminue. Okay, elle est toujours décroissante. Donc, ça, c'est vraiment l'idée que je peux apprendre indéfiniment quelque part. Alors, c'est pas indéfiniment, en fait, ça va finir par être borné, mais c'est essentiellement à cause de ma fonction rpart. C'est que quand je faisais mon rpart ici, j'avais pas insisté, mais je triche un tout petit peu, dans le sens où je lui demande au maximum d'avoir 3 niveaux. Donc, si j'avais un seul niveau, ça veut dire que j'aurais deux feuilles. Si j'en avais 2, ça veut dire que j'en aurais 4. Et ici, je m'autorise à en avoir 8. Donc, au maximum, j'ai 8 feuilles. Okay, et mon CP, je le prends très très bas. Donc, ça veut dire même si jamais je n'ai pas envie d'aller creuser, je vais continuer à aller creuser. D'accord. Donc, je vais faire un petit peu de surapprentissage, mais pas trop non plus. Okay, puisque si jamais je gagne plus grand-chose, je m'arrête. D'accord. Donc, il y a quand même un moment où visiblement on s'arrête. Mais on voit qu'on s'arrête trop tard. Et c'est ce qu'on observe sur la partie essentiellement la partie de droite, c'est que quand je regarde l'évolution de ma courbe sur la base d'apprentissage, on voit qu'on a une belle fonction convexe, okay, donc qui va visiblement avoir une espèce d'optimum quelque part par ici. Okay, donc manifestement, avoir 150 arbres, ça suffit. Enfin, oui, c'est ça, 150 arbres séquentiels, ça suffit. Okay, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, on apprend trop. Alors, c'est pas non plus trop gênant. C'est-à-dire que si jamais j'en prends 500, au lieu de m'arrêter ici, je m'arrête un tout petit peu plus haut, donc je fais un petit peu d'erreur. Alors après, passer de 0.14 à 0.15, ça fait quand même presque 6% de mémoire, donc c'est quand même pas négligeable, mais voilà, c'est pas non plus complètement dramatique, quoi. En tout cas, vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. Si jamais j'apprends pas assez, encore une fois, mon modèle il sera pourri. En avoir un peu trop, c'est gênant, mais encore une fois, l'apprentissage il est relativement long sur la fin. D'accord. Donc c'est ce qu'on observe ici. Alors je peux juste regarder ce que ça donnait sur mes données. Okay, donc je vous ai représenté en arrière-plan ma courbe. Donc on voit pareil le sinus, on ne le voit pas clairement, mais il y a quelque chose comme ça. D'accord. Donc là c'est la vraie courbe théorique que j'aimerais bien avoir. Okay, mais je ne la connais pas. Donc ce que je veux, c'est juste apprendre de ces données. Donc ici, je m'arrête avec 0, 100, 200 et 500 arbres. Et on voit qu'avec 0, je pars avec une valeur constante. Avec 100 arbres, je commence déjà à capturer un petit quelque chose, mais je suis encore un petit peu éloigné. Avec 200, on voit qu'on n'est pas si mauvais. Et avec 500, on voit qu'on ne bouge plus beaucoup. Okay, donc l'idée, c'est que effectivement, mon boosting arrive à apprendre tranquillement l'évolution de ma courbe. D'accord. Donc on reste avec ces fonctions en escalier, mais c'est la construction même des arbres. Les arbres sont fondamentalement des fonctions en escalier. Donc semer des arbres en escalier, ça reste des fonctions en escalier. Okay. Alors qu'est-ce qui se passerait si jamais je prenais une fonction de perte L1? Alors, j'ose pas faire du L1 parce que j'aime pas trop le gradient d'une fonction L1, dans le sens où quand on est très proche de 0, si jamais je suis très proche à droite, ça vaut plus 1, si je suis très proche à gauche, ça vaut moins 1, donc c'est discontinué, j'aime pas. Donc je vais lisser avec une fonction de perturbaire, donc encore une fois avec des choses qui sont comme un angle droit, sauf qu'au moment où il y a l'angle, je l'arrondis avec une parabole. D'accord. Donc j'ai ma fonction de perturbaire, donc qui est basée avec, encore une fois, je vous renvoie à la capsule sur les fonctions de perte. Ici, j'ai mon gradient, donc je peux le calculer, et je fais tourner mon algorithme sur cette fonction-là. Donc on récupère les graphes qui sont là.
Donc, on retrouve exactement la même chose. Okay, alors, la seule chose, c'est que, oui, pardon, histoire que ce soit vraiment marrant, j'ai mis des résidus qui sont asymétriques. Okay, c'est que ce genre de travailler sur une perte L1, c'est intéressant parce que ça permet de capturer, encore une fois, des choses qui sont non symétriques. Si jamais j'étais symétrique, L1 et L2, c'est la même chose. Okay, mais si jamais je suis asymétrique, le L1 devrait me donner quelque chose probablement de plus robuste. Donc, au lieu d'avoir un bruit gaussien, j'ai un bruit log normal. Alors, le log normal, c'est toujours positif, donc je le décale. Okay, donc, j'enlève la moyenne et je divise par l'écart type. Okay, donc, ça me donne quelque chose qui a à peu près la même variance, le même comportement que le bruit de tout à l'heure, sauf qu'il est fortement asymétrique, dans le sens où je vais avoir quelques valeurs très, très, très importantes. Mais grosso modo, tous mes bruits sont en moyenne centrés sur 0. Okay, c'est juste que la médiane, elle est un petit peu en dessous. Okay, et donc, ce qu'on observe, c'est que ma perte moyenne, elle fait toujours la même chose, c'est-à-dire que sur ma base de validation, j'ai encore une belle fonction convexe. Okay, mais sur ma base d'apprentissage, il semblerait me dire que j'ai intérêt à. Plus je fais d'arbres, meilleur je suis. D'accord. Donc, on a cette fonction qui va décompter. Alors, si je regarde ce qui se passe sur mes données, donc voilà mes données, et il s'avère que j'ai quelques résidus relativement importants, okay, qu'on peut voir ici. Donc, j'ai un résidu qui est très important, puis ici, j'ai un petit groupe aussi relativement important. Ici, j'ai mon apprentissage sur les premiers arbres, donc avec ma perte L1, ma perte de Huber, avec ici 0 arbre, 100 arbres et puis 1000 arbres, respectivement. Okay, donc, la partie de gauche, c'est ma perte Huber, et j'ai juste rajouté le KL2. Et en fait, on voit que quand on fait une perte L2 avec 1000 arbres, en fait, il essaye de capturer ce qui se passe ici. Ça ne lui plaît pas, mais c'est un problème classique de régression, qui est quand on a des outliers, on va absolument essayer de les avoir. Donc ici, manifestement, je surapprends, ce qui n'était pas forcément le cas en fait sur mon modèle de type L1, où effectivement, je capture ici relativement bien ma tendance, alors pas une tendance moyenne, une tendance médiane, mais on arrive bien à le capturer. Okay, donc on a réussi à faire quelque chose qui marche relativement bien. Alors c'est du fait maison, okay, donc forcément ça permet de comprendre que l'algorithme que je vous ai présenté il marche. Donc je vous ai expliqué ce qu'il y avait dans la boîte noire. Maintenant on peut faire tourner des vrais algorithmes. Donc il y a un package qui est le package GBM, Gradient Boosting Model, qu'on va pouvoir utiliser. D'accord, donc je vais discuter un petit peu de la syntaxe et de ce qu'on peut en faire. Il y a beaucoup d'autres fonctions qui le font. Vous avez XGBoost, vous avez pas mal de packages de boosting qui existent. Alors, après je vous laisse jouer si ça vous amuse d'utiliser autre chose. Moi, j'aime bien GBM, voilà, c'est mignon. Et pour la tester, j'ai pris la base de logement en Pologne, donc qui figure dans la base d'Alex. Okay, donc la syntaxe de GBM, elle est relativement simple. Hein, c'est juste GBM. Je lui explique la syntaxe. Donc en l'occurrence, je lui dis Y tilde point. Donc régresse-moi Y sur toutes mes variables. Je lui dis quelles sont mes données. Okay, je lui dis quelle est ma fonction de perte. Alors, dans GBM, ce n'est pas une fonction de perte, c'est la distribution. Donc gaussien veut dire perte L2. Okay, donc je renvoie à la discussion qu'on a déjà eue dans le cours de modèle linéaire, mais c'est le fait que les moindres carrés, c'est la même chose que faire un modèle gaussien. Okay, je pourrais mettre binomial si jamais j'ai une classification, je peux mettre du poisson. Okay, et ensuite, j'ai les différents paramètres. Donc ici, j'ai le nombre d'arbres que je veux constituer. J'ai le paramètre de shrinkage, c'est-à-dire mon paramètre mu. Et après, j'ai du contrôle. Donc le contrôle, c'est basé sur le fait que moi, j'avais fait ça bêtement. J'avais fait une base d'apprentissage, une base de test. En fait, on peut faire ça de manière un peu plus maligne, c'est de faire de la validation croisée. Okay, donc au lieu de constituer une base de validation sur laquelle on ne va pas construire d'estimateur, c'est qu'on va faire du k-fold. Donc à chaque étape, je vais apprendre par 4/5. Okay, donc j'apprends sur 4/5, je teste sur 1/5. Donc on aura quelque chose qui nous permet de contrôler à partir de quand est-ce que la fonction de perte remonte un petit peu. Okay. Donc ici, j'ai pris un k-fold à 5. Donc ça veut dire que je travaille par bloc de 1/5. Okay. Donc cette fonction-là marche bien, sauf dans un cas, c'est le cas où j'ai une seule variable explicative, où dans ces cas-là, il a du mal, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. J'ai tenté de regarder sur Internet et il semblerait il disait de télécharger la version développeur sur GitHub de GBM, mais même avec ça, ça ne marchait pas. Donc je ne peux pas vous le faire sur mon exemple avec ma fonction sinusoïdale, je le fais sur une vraie base. C'est pas très gênant. Donc je stocke tout ça dans un objet G, le gradient boosting. Okay. Puis là, on a toutes sortes de fonctions. Donc, par exemple, il y a cette fonction GBM perf, alors, qui nous affiche pas mal de choses que je n'ai pas mis. Moi, ce que j'ai juste mis, c'est le graphique qui vous représente, où on voit l'évolution de la fonction de perte. Alors,
Le souci, c'est que sur la toute première valeur, la fonction de perte est complètement délirante. Alors, j'ai pas réussi à faire un zoom ici, mais voilà, visiblement, on arrive à décroître. Okay. Et au bout de 4500 arbres, il semblerait qu'on a atteint quelque part l'optimum de notre fonction. Donc, il nous dit que l'optimum, il est à peu près atteint ici, avec une racine carrée du MSE qui est de l'ordre de 50. Okay. Donc, on descend quand même beaucoup. Donc, on arrive à constituer un bon modèle. Et le 50, c'est pas sur la base d'apprentissage. Hein. C'est vraiment c'est vraiment une approche K-fold en validation croisée. D'accord. Donc, on a fait un modèle, mais maintenant, je ne sais pas comment il se comporte, ce modèle. C'est que c'est mignon, mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors, encore une fois, on est comme dans les random forest. Pour pouvoir interpréter ce modèle, je peux m'amuser à regarder mes résidus, mais ça ne va pas m'apprendre grand-chose. Le plus simple, c'est de faire des partial dependence plots pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, je l'ai fait ici. Donc, on obtient ces graphiques-là. Donc, il y a la fonction, le package PDP, donc je peux faire cette fonction partial qui permet de récupérer les graphes partiels en fonction de certaines variables. Donc, je prends mon objet GBM et je lui demande de me le faire pour l'étage, par exemple, mais aussi pour la surface, pour l'année de construction. Okay. Et il me fait des prévisions à partir de 2000 arbres. Donc, il va utiliser les 2000 premiers arbres et regarder la prévision que ça donne. Okay. Donc, on obtient ces graphiques-là. Donc là, on commence à avoir la confirmation qu'il y a un souci avec ces données. Hein. Les données sont trop parfaites. Et effectivement, en fait, les données de Dalex sont des données synthétiques, c'est-à-dire qu'ont été générées par un modèle et on retrouve le modèle ici. Voilà. C'est trop parfait pour être juste. Où on a vraiment une belle fonction en U pour l'année de construction. On a une belle décroissance linéaire pour le prix en fonction de la surface et une belle décroissance linéaire pour le prix en fonction de l'étage. D'accord. Donc ça, c'est ce que me donne mon boosting avec une fonction de perte L2, c'est-à-dire un modèle gaussien. Okay. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut comparer avec un random forest, et en fait, c'est relativement comparable, dans le sens où le random forest nous donnait quelque chose qui était là encore en U, mais peut-être moins régulier que ce qu'on a obtenu avec du... désolé, je pense qu'il y a une erreur dans mon code. Si jamais je le fais sur mon random forest, donc on a une belle fonction qui est décroissante sur le prix en fonction de la surface et une belle fonction décroissante aussi en fonction de l'étage. Donc on voit que les modèles qui sont en série ou qui sont en parallèle, finalement, nous renvoient à peu près la même histoire sur la manière dont je devrais vraiment construire mon modèle. Donc si je veux faire un modèle GLM qui soit bon, mettre quelque chose de linéaire en fonction de la surface, en fonction de l'étage, c'est pas gênant. Par contre, sur l'année de construction, je ferais mieux de mettre quelque chose de cette forme-là, c'est de dire, je vais mettre des discontinuités, par exemple. Donc je vais prendre quelque chose qui serait linéaire par morceau. Éventuellement, je vais me dire, il y a avant 1940 et après 1990. Okay. Donc en gros, la période où la Pologne était dans le bloc d'Europe centrale, d'accord, sur lequel on peut avancer. Okay. Donc voilà un peu la manière dont le boosting va fonctionner. Alors je vais juste terminer par une série de quelques slides pour discuter un point qui est le lien entre les GLM et le boosting. C'est qu'en fait, je peux faire du boosting sur une régression logistique. Okay, donc je vais vous expliquer à quoi ça ressemble, mais ça va ressembler beaucoup à du mécanisme à la boost. Et on pourrait le faire aussi sur une régression de Poisson. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, il faut revenir à la base. Quand on fait une régression logistique, ce qu'on dit, c'est que on suppose que la probabilité de valoir petit x, donc j'ai que deux classes, un 0, 1, la probabilité d'être de type 0 ou de type 1, pour ma variable y conditionnellement à mes x, c'est quelque chose qui est une mode Bernoulli, dont le paramètre p est une fonction de x. Donc j'ai un p de x, puissance y, à un p puissance 1 moins y. Okay. Donc ça, c'est le modèle Bernoulli, donc ma loi binomiale. Et j'ai ma fonction logistique qui intervient ici, qui consiste à dire que ma probabilité s'écrit comme une transformation logistique de mon score, c'est-à-dire ma combinaison linéaire des variables explicatives. Okay. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir quelque chose qui est plus linéaire. On essaye d'avoir une fonction. Okay. Et c'est celle-là qu'on veut approcher. On veut approcher cette fonction. Donc en fait, si je voulais le formaliser, je dirais qu'en fait, ma fonction qui intervient, c'est plus cette fonction linéaire, mais c'est une fonction psi. Okay. Alors, je vais bricoler un tout petit peu, il y a juste une toute petite subtilité, c'est que ma fonction psi qui intervient, c'est pas exactement la fonction de psi, en fait, c'est une fonction. Ma fonction psi, c'est 2 fois ma combinaison linéaire, enfin, plutôt un demi de ma combinaison linéaire.
essentiellement parce que ça nous permettra d'écrire directement l'algorithme AdaBoost, non plus sur une variable un 0,1 comme on le fait ici, mais sur une variable -1. Donc il y a juste une toute petite subtilité numérique ici, mais c'est pas très gênant. Okay. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quoi? C'est fondamentalement de trouver cette fonction psi. Okay. Mon mécanisme d'apprentissage, il est sur la fonction psi. Donc c'est ça qu'on va essayer d'apprendre. Et en fait, quand j'essaie d'apprendre ma fonction psi, donc j'aurais envie de dire, je vais faire du maximum de vraisemblance. Quoi. Donc je vais chercher la fonction qui minimise moins la log vraisemblance. En fait, la fonction qu'on essaie le problème qu'on essaie de résoudre, c'est celui-là, dans lequel on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu, qui est cette exponentielle. Alors il y a un facteur 2 qui intervient, mais encore une fois, c'est pour se ramener à du moins à 1. Donc on a cette exponentielle de y fois une prévision. Donc on a quelque chose qui s'apparente beaucoup à l'algorithme AdaBoost quand on essaie de faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, pourquoi j'étais passé par cette passerelle par AdaBoost? Parce que quand je vais faire une régression de Poisson, je vais faire la même chose. Ma régression de Poisson, c'est de dire, si j'étais Poisson, tout bête, j'aurais que la probabilité de valoir y, c'est exponentiellement lambda puissance y sur y factoriel. Si jamais j'ai une régression Poisson, ce que je vais dire, c'est que ma probabilité d'être tombé sur y conditionnellement à x, c'est encore mon exponentielle de moins lambda puissance 1 y sur y factoriel, sauf que mon lambda est un lambda x. Et c'est un lambda x un peu particulier, c'est que non seulement j'ai cette loi de Poisson, mais j'ai en plus un lien qui est un lien log. Donc mon lien log veut juste dire que ma combinaison linéaire, c'est mon log de lambda. Okay. Donc ça, c'était la base de la régression de Poisson. Okay. Là, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire, ma vraisemblance, je peux l'écrire. Okay. Donc ma vraisemblance, je vous renvoie là aussi au cours sur les GLM. Là, je vais dire, ce que je voulais, ce n'était pas un lambda qui était linéaire, je veux un lambda qui soit une forme générale. Alors, je vais quand même m'assurer que je veux quand même garder une fonction qui soit non contrainte. Donc, je voudrais que mon psi continue à être lié à ma combinaison linéaire. Donc, je vais dire que mon lambda, c'est mon exponentielle de cette fonction-là. Et ça va me permettre d'apprendre un psi sans aucune contrainte. Je ne suis pas obligé de me dire qu'il faut que je sois positif, parce que c'est pénible d'optimiser sur des fonctions qui doivent être positives. Donc, je vais enlever la positivité en disant, je vais plutôt prendre l'exponentielle d'une fonction qui n'a plus aucune contrainte. Okay. Et donc, finalement, mon problème revient à minimiser ce problème-là. Donc, on voit apparaître quelque part la fonction que je vais optimiser. Okay. Donc, à chaque étape, ce que je vais avoir, c'est ce problème d'optimisation. Et donc, mon gradient va s'écrire comme ça. Donc, ma descente de gradient va tout simplement se faire sur cette forme-là. Donc là, c'est relativement simple. Quand vous voulez faire une régression de type Poisson, okay, donc si jamais vous voulez adapter l'algorithme de gradient boosting dont je parlais tantôt, c'est juste de dire, je vais essayer d'apprendre cette fonction psi. Okay. Comment je récupère mes résidus? Tout simplement avec cette fonction-là. Donc voilà comment je vais construire mes résidus. Mes résidus, ça va être cette chose-là. Donc ça va être mon RI. Okay, donc ils reviennent tout simplement à dire que je vais prendre mon observation moins mon exponentielle de ma prédiction, donc de mon psi. Okay, ce terme-là, ça correspond à mon lambda. Hein. Donc je reviens sur l'erreur qui est commise par mon modèle et je vais faire un arbre, tout simple. Okay. Je vais faire un arbre de type L2, d'accord, donc un arbre ANOVA. Et ensuite, je vais apprendre. Okay. Donc on peut mettre en place un boosting de Poisson sans aucun problème. Okay. Donc voilà, donc ça peut s'adapter. Alors juste pour vous montrer la régression logistique, je vous l'ai fait ici sur ma base de données Myocard. D'accord, donc je suis allé dans mon modèle Bernoulli, okay, juste pour voir ce que ça donnait. Donc je veux toujours expliquer la survie d'une personne dans ma base de données avec mes 7 variables explicatives. J'ai un shrinkage à 5%, à 1%. J'ai mis un k-fold à 5. Okay, et j'ai constitué juste 100 arbres. Je ne me suis pas trop fatigué. Encore une fois, ici, je suis à 10%, donc je n'ai pas besoin non plus d'aller trop loin dans mes arbres. Je mettrais 0.01, il faudrait quand même que j'aille un peu plus loin dans mes arbres. Mais ici, j'en ai pas tant que ça. Et donc, on voit que... Alors, je l'ai lancé 4 fois, cette méthode-là. Et à chaque fois, je récupère des choses un peu différentes, essentiellement parce que mes k-folds que je vais générer ne sont pas les mêmes. Okay. Et donc, il vous dit que le nombre optimal d'arbres à considérer, ce n'est pas forcément le même. Donc, il y en a quand même pas mal autour de 25. Ici, visiblement, je monte à 50. Ici, je suis à 30. Okay. Donc, je finis avec 30. D'accord. Donc, la dernière valeur, ici, c'est à peu près 30 arbres. Okay. Donc, c'est ce que je vais utiliser par la suite. Donc, alors, je vous ai mis ici la sortie d'ailleurs de mon boosting. Il vous dit que c'est une perte de Bernoulli. On a fait 100 itérations, donc on a créé 100 arbres. Il vous dit qu'optimalement 30, ça suffit. Okay. Et il y avait bien 7 prédicteurs, donc il n'y a pas de souci. Et après, c'est de l'interprétation. Donc, je peux réutiliser, mais il y a une fonction de relative importance qui peut apparaître. D'accord. Donc, quand vous faites un summary de votre fonction G, il vous dit quelles sont les variables importantes.
Donc, on a quelque chose qui est assez cohérent en fait avec ce qu'on avait obtenu auparavant. Donc, les variables les plus importantes sont bien celles qui apparaissaient naturellement avec mon random forest. Et j'ai mes transformations ici. Donc, où il me dit que j'ai intérêt à mettre des transformations non linéaires sur mes fonctions si jamais je veux capturer les différents effets. Ok. Donc, voilà le boosting. Je vais m'arrêter là. On a vu quand même pas mal de choses sur l'apprentissage par ensemble. Donc, avec les approches en parallèle, ici, on a l'apprentissage séquentiel. L'apprentissage séquentiel, la seule difficulté, c'est de savoir s'arrêter. D'accord. Donc, c'est vraiment garder en mémoire ces courbes-là qui consistent à observer que sur ma base d'apprentissage, je vais forcément être bon. Ce qui est important, c'est quand est-ce que je commence à arrêter d'être bon sur ma base de test. Voilà. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage séquentiel, il faut savoir l'arrêter. Donc, une fois que vous avez compris ça, je pense que vous avez à peu près tout compris. Donc, le boosting, c'est ça. L'autre point, c'est que ça peut s'adapter à n'importe quoi. Okay. Donc, je peux faire du boosting sur des moindres carrés. Donc, ça, c'est la version la plus simple. Mais en fait, si jamais je vois les résidus comme étant un gradient, ben dans ces cas-là, je peux l'adapter à n'importe quoi, y compris tout ce qu'on faisait dans les GLM, c'est-à-dire des régressions de poissons, mais aussi des régressions logistiques. OK. Je m'arrête là. On a a priori fini sur le boosting. On va faire une pause et la prochaine fois, je pense qu'on se verra sur l'introduction au réseau de neurones. À bientôt.